Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de Tête-à-tête avec Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drame qui s'est produit sur le chemin Roxham. Le chemin Roxham, c'est une petite route. Petite est un terme peut-être impropre. C'est une route qui est à côté de l'entrée officielle à la frontière entre le Canada et les États-Unis. On parle de la colle. Et la veille de Noël, il y a un homme d'une quarantaine d'années qui était depuis un certain temps ici au Canada, qui était venu d'ailleurs pour essayer de trouver ses papiers ici, vivre au Canada. Il avait laissé sa femme qui vivait dans le sud des États-Unis, en particulier dans l'État de Floride. Et la veille de Noël, sa femme au téléphone, cet homme essaye de traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada pour aller rejoindre donc sa famille, pour aller rejoindre sa femme. Et quand on parle de drame épouvantable, sa femme est restée au téléphone avec cet homme qui était dans une situation de détresse incroyable, perdu dans cette forêt canadienne, puisqu'il y a quand même une petite forêt établie sur plusieurs kilomètres, le chemin Roxham. Et c'est là que cet homme va faire une crise d'hypothermie, le froid aidant, parce qu'on était en pleine tempête à ce moment-là, et il va essayer, malgré tout, de résister. Finalement, on n'a plus eu de nouvelles. Il y a eu des démarches qui ont été engagées par la Sûreté du Québec, qui a été alertée par sa femme inquiète. Et c'est 2 semaines après qu'on va retrouver le cadavre complètement gelé de cet homme, Fritzner Richard. Et ça nous ramène à un drame qu'on connaît bien ces dernières années, c'est-à-dire c'est la première fois, Franz André va nous en parler tout à l'heure, c'est peut-être la première fois qu'un drame pareil se produit sur le chemin Roxham, mais on est habitué avec des témoignages de réfugiés haïtiens qui tentent d'aller vers le Brésil, qui tentent d'aller vers Chili, qui traversent des forêts où on ne saura jamais combien de dizaines de personnes sont mortes dans cette traversée terrible. Donc, c'est la première fois qu'on a ce drame, ce type de drame dans la traversée du chemin Roxham, et ça a ébranlé la communauté haïtienne. Nous allons parler avec quelqu'un qui connaît bien ce dossier, qui travaille depuis des années. Il s'agit de Franz André, qui dirige une organisation qui est Solidarité Québec-Haïti. Et Franz André a travaillé en particulier ces 5 dernières années où il y a eu des milliers de réfugiés à venir à traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada. Franz André, bienvenue à Tête avec Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour Pierre-Emmanuel, merci de m'avoir invité et je salue nos compatriotes, nos auditeurs. Franz, on va essayer d'abord de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, quelle était la situation? Parce qu'on a l'impression c'est un geste de désespoir ce qui s'est passé avec Fritzner Richard. Oui, effectivement, en fait, c'est Fritzner Richard qui est arrivé, en fait, il y a un peu plus de temps, en décembre 2021. Il est arrivé ici avec sa famille, en fait, avec une épouse et un enfant en bas âge. Et depuis, bon, alors, en contexte, pour mettre en contexte, le chemin Roxham est considéré comme un point d'entrée irrégulier. Ce n'est pas une entrée illégale, malgré que quand les gens arrivent à la frontière des États-Unis étant, ils sont accueillis par les gens des services frontaliers, on leur dit c'est une entrée illégale et vous allez être arrêté si vous continuez. Et puis, Normalement, ce sont des nuances qui sont importantes. C'est comme quand on parle de personnes illégalement rentrées, etc. On parle de sans-papiers, on parle de réfugiés, on parle... C'est une nuance, je crois, qui est importante parce que ça amène toute l'humanité qui est nécessaire dans ce débat.
Certainement, parce que quand vous rentrez, oui, avant de passer la frontière, c'est une illégalité. Mais une fois à l'intérieur du Canada, tout de suite après, vous êtes une entrée irrégulière parce que vous seriez répertorié. On va faire des procédures administratives qui vont vous permettre maintenant d'être ici au Canada d'une manière légale. Alors, c'est très important. Le chemin Roxham est une entrée irrégulière. Saint-Bernard-de-la-Colle, où tout le monde passe en voiture, passeport, visa, etc., c'est une entrée régulière. Donc, c'est la différence. Là, pourquoi l'entrée irrégulière chemin Roxham? Il y a un traité entre le Canada et les États-Unis qui a été négocié d'ailleurs par notre cher ami Denis Coderre en 2002 et qui a pris effet en 2004, qui s'appelle le tiers pays sûr. Le tiers pays sûr est maintenant devenu, ils appelaient ça le 5 eyes du tiers pays sûr, à savoir qu'il y a 3 autres pays qui ont été rajoutés. C'est pas seulement le Canada et les États-Unis, on a maintenant la Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande et Australie. Et cet entente dit que le premier de ces 5 pays dans lequel vous posez le pied, en premier, c'est à cet endroit-là que vous devriez faire une demande d'asile. Ouais. Alors ça, c'est le tiers pays sûr entre le Canada et les États-Unis, négocié en 2002, puis mis en place en 2004. Donc, la grande majorité des gens qui nous arrivent au Canada se doivent de passer par le chemin Roxham, ou encore ce sont des gens qui sont rentrés en avion par l'aéroport et qui vont revendiquer l'asile. Ça veut dire qu'en fait, le côté tordu de cette loi, c'est que finalement, on force les gens à aller vers l'irrégularité parce que la personne qui arrive à la frontière Lacolle, qui est la porte officielle de la frontière entre les États-Unis et le Canada, sera refoulée vers les États-Unis, alors que si cette personne arrive par ce qu'on appelle le chemin illégal, il va être accepté en vertu des lois internationales. C'est exact, c'est que il y a une convention qui a été créée en 1951, tout de suite après la Deuxième Guerre, que plusieurs pays, si je me trompe, 129 pays ont signé, et qui dit que si vous avez quitté vos pays, et ça était justement dans le contexte de la guerre, si vous avez quitté votre pays pour des raisons de persécution, le pays qui vous a accueilli durant la Deuxième Guerre mondiale ne devrait pas vous retourner, si ce n'est de considérer une demande d'asile, une demande de protection, au risque, si vous retournez, que vous allez subir les mêmes persécutions des gens qui vous ont forcé à quitter. Dans ce cas-ci, ça a été naturellement l'Allemagne qui a déclaré la guerre à plusieurs pays. La Convention dit que vous pouvez faire une demande de protection du nouveau pays, qui serait en l'occurrence le Canada, pour 5 raisons. Et ça, c'est important de savoir, Pierre-Emmanuel, il y a 5 raisons dans la Convention. Une convention, selon nous, qui est caduque, qui devrait être révisée. Entre 1951, la réalité de migration entre 1951 et 2023 maintenant n'est plus la même. Alors, les 5 raisons, c'est persécution politique, persécution, question de race, classe, religion ou orientation sexuelle. On parle dans ce cas-ci des gens qui sont soit homosexuels et autres, qui ne pourront pas avoir protection dans les pays d'origine parce qu'il y a un tabou à ce niveau-ci. Et Haïti, je sais que c'est le cas. D'ailleurs, si je me trompe, sous la présidence de Jovenel Moïse, il y a une loi qui avait été votée que toute personne associée à des activités d'homosexualité sont passibles d'emprisonnement et peuvent aussi avoir un... C'est une proposition de loi. C'est un Sénat ok, cette proposition. Mais très rapidement, pour revenir à cette réalité, au cours de cette année, on a vu une explosion de l'autre côté de la COVID-19. On a vu donc une explosion des demandes d'arrivée de demandeurs d'asile. On parle pour cette année 2023 autour de 50 000 à peu près. Franz André, ça nous ramène à quelque chose, à une réalité qui remonte au moins aux 5-6 dernières années. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune urgence pour essayer de donner un statut à ces gens. Et je crois que le drame de Fresnel devrait attirer l'attention sur la réalité de ces gens-là qui vivent dans certains cas dans des situations horribles, parce que quand on évoque
ce qui est offert par le gouvernement, je crois, pendant un certain temps, une assistance qui est offerte. Par la suite, ce sont des gens qui se retrouvent dans des situations de désespérance terrible. Toi qui connais France, ces gens qui les côtoient quasiment au jour le jour, racontez-nous un peu cette réalité. Oui, je voulais juste aussi préciser, oui, je fais partie de Solidarité Québec-Haïti, mais je suis ici en tant que responsable du comité d'action des personnes sans statut qui a été créé en 2015. Alors, je pense qu'il est différent, je porte deux chapeaux, peut-être même des fois. De toute façon, Franz porte plusieurs chapeaux. Oui, Il est sur effectivement. d'autres tables et d'autres comités. Et c'est l'occasion aussi de saluer cette implication qu'il y a de Franz André dans tout ce qui concerne la communauté haïtienne. Oui, Franz. Oui. Alors, le problème part d'Haïti. Comme tu le sais, Pierre-Emmanuel, c'est que les gens quittent Haïti parce que la situation est arrivée à un point, et ça, c'est depuis des années. Depuis des années, les gens quittent Haïti parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Donc, il y avait des pays, entre autres le Brésil, Chili, où on n'avait pas besoin de visa pour s'y rendre. Donc, beaucoup se sont rendus un peu avant les Olympiques ou bien le FIFA. Je pense qu'il y avait des infrastructures, entre autres au Brésil, à construire. Donc, beaucoup se sont dirigés vers le Brésil. Alors, nous avons cette migration, cette immigration parce que les gens n'arrivent pas à vivre. Et encore, où ça devient encore plus grave, c'est que on facilite même le départ des gens, sachant qu'une fois dans les pays d'accueil, ils vont envoyer de l'argent en Haïti. On parle de maintenant plus de 4 milliards par année, qui est 40% du PIB d'Haïti. Donc le problème commence à partir d'Haïti. Les gens se retrouvent au Brésil, où effectivement on avait besoin d'eux pour bâtir des infrastructures. Quand il y a eu une crise économique qui a commencé un peu après le FIFA, je pense que c'est le dernier événement, les gens maintenant ont commencé à avoir des problèmes avec les Brésiliens qui leur disent, écoutez, vous êtes ici, vous prenez notre emploi, retournez chez vous. Il y a naturellement ce racisme afro-brésilien, mais imaginez maintenant haïtien, c'est encore pire. Alors, les gens ont commencé à migrer vers le nord et beaucoup sont partis du Brésil, sont arrivés à Chili ou à Argentine pour s'apercevoir finalement que ce n'est pas mieux. Et ils disent, bon, on va aller aux États-Unis parce que il y a un message qui se passe quand même assez rapidement par voie WhatsApp que les États-Unis avaient ce qu'on appelait le TPS, qui est Temporary Protected Status, qui est l'équivalent d'ici, ce qu'on appelle le moratoire, qui dit que la situation en Haïti est tellement grave au niveau de l'insécurité. Si vous êtes dans une situation irrégulière, encore très important, vous ne serez pas déporté. Et ce TPS a été mis en place en 2010 par Barack Obama suite au tremblement de terre. Donc, vous avez migré maintenant du Brésil au Chili à travers des conditions réellement infrahumaines où votre vie est à risque, vous avez perdu des membres de famille. J'ai des gens qu'on a accueillis ici, dont la dame est partie avec 2 enfants, et dans la forêt amazonienne, un des enfants a été pris par un animal qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Alors la question était, est-ce que j'essaie de sauver le premier au risque de perdre le deuxième, ou bien je reste avec lui? Donc elle a finalement est arrivée aussi au Canada avec un seul enfant. On voit des gens qui sont en décomposition sur le chemin, qui ont tenté de passer avant nous, ou en traversant la rivière, on perd un membre de la famille. Ça, c'est la réalité que vivent les gens. Et je pense que c'est important de comprendre que la problématique, la détresse, commence autant du pays qu'ils ont quitté et tout le cheminement pour arriver ici au Canada. Et moi, je te dirais, Pierre-Emmanuel, pour être celui qui les accompagne et qui les reçoit ici, ce sont déjà des gens que je mettrais une médaille sur leur cheville pour Ah, mais dire… c'est toute une épopée. Et tu as bien fait de souligner, on l'a dit aussi en intro, euh, les gens doivent comprendre que la réalité de ces gens qui quittent, parce que c'est tout un circuit, c'est quitter Haïti, dans certains cas c'est passé par la République dominicaine, dans certains cas c'est passé par le Chili comme tu l'as souligné, c'est le Brésil, c'est maintenant Porto Rico, c'est à côté de tout ça, ces gens finissent par, avant de voyager, ils vendent tout ce qu'ils possèdent.
et ils finissent par être dépouillés parce qu'en même temps, il y a des passeurs qui les tuent, qui les volent, ces personnes qui arrivent complètement meurtries en franchissant la frontière canadienne ou la frontière américaine, c'est quelqu'un qui, d'abord, aurait besoin d'une réparation mentale, physique, et qui se trouve confronté à des lois complètement inhumaines dans ces cas-ci. Oui, quand vous avez une jeune femme de 23 ans qui a quitté Haïti, bon, parce qu'elle a été violée par son beau-père, arrive au Chili, elle avait rencontré quelqu'un en Haïti qui l'a fait venir au Chili. Là encore, elle a eu des violences, elle quitte cet homme, elle se trouve un nouveau copain avec qui elle a décidé de quitter le Chili pour arriver ici au Canada. Dans la forêt amazonienne, il y a maintenant des passeurs qui les attaquent. On tue son copain devant elle. Elle a été violée pour finalement se retrouver au Mexique où elle rencontre quelqu'un avec qui elle est restée quelque temps. Elle tombe enceinte. Elle réussit à rentrer aux États-Unis, mais lui, il a été détenu et déporté vers Haïti. Alors, imaginez tout le drame que cette jeune femme vit encore aujourd'hui et certainement elle a besoin d'accompagnement, ce que nous faisons d'ailleurs avec certains groupes qui donnent des soutiens psychosociaux. Aujourd'hui, France, combien on estimerait pardon, le nombre de personnes en attente d'un statut ici au Canada? Désolé, Pierre-Emmanuel, il y a eu un appel qui rentrait malgré que je l'ai déménagé. Je dis approximativement aujourd'hui, à combien on estimerait le nombre de personnes en attente de statut au Canada, au Québec. De toute façon, ça vient du fédéral. Donc, au Canada, combien il y aurait de personnes en attente d'un statut aujourd'hui? Je parle d'Haïtiens, de demandeurs d'asile haïtiens. Bon, demandeurs d'asile haïtiens, je ne pourrais pas te donner un nombre exact, mais je penserais tout au moins une trentaine, si ce n'est une cinquantaine de mille d'origine haïtienne. Ce qu'on doit savoir, c'est que le gouvernement fédéral est en train de préparer un programme de régularisation et on parle de 500 000 jusqu'à 1,2 million de gens qui n'ont pas de statut présentement ici au Canada. Alors, on souhaite que ce programme sera accepté. Cependant, on sait que la province de Québec a un privilège que d'autres provinces n'ont pas et c'est là que arrivent des problèmes où M. Legault, dans le passé, a refusé des programmes de régularisation. Tu poses le droit, France, sur quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi je le souligne avec toi? C'est parce que à la faveur, qui est un terme impropre, mais à l'occasion, voilà, de la première vague de demandeurs d'asile qu'on a vu au stade olympique à Montréal, etc., il y avait une mobilisation aussi au niveau de la communauté haïtienne. On a l'impression, quand on parle de 90 000 personnes autour de ça, autour de 100 000 qui sont arrivées au cours des 5-6 dernières années, on a l'impression que c'est une grosse vague d'Haïtiens. Mais d'après ce que je comprends dans ce que tu viens de me dire, ce n'est pas a priori des Haïtiens qui arrivent par grosses vagues ici. Bien, depuis 2017, et pourquoi 2017? C'était justement Donald Trump, qui était en campagne électorale, avait décidé de ne pas renouveler la TPS, donc le Temporary Protected Status, justement pour la communauté, pour les ressortissants haïtiens. Et on parlait dans ce temps aux États-Unis à peu près 60 000 de nos compatriotes. Alors, dans la peur justement que ce TPS ne serait pas renouvelé, et on sait que les États-Unis sont rapides sur la gâchette pour déporter ce que M. Trump qualifiait d'illégaux, c'était le discours qu'il avait, bien, en même temps, Justin Trudeau, qui, si je me trompe, le 26 juin 2017, a dit, si vous fuyez les persécutions, Welcome to Canada, bienvenue au Canada, la diversité, c'est notre force. Donc, qui a entendu ce message? C'était justement ceux qui avaient cette peur de ne pas être protégés par ce TPS, et c'est la communauté haïtienne principalement, sachant qu'ici au Québec, on parle français, il aurait été plus facile pour eux de s'intégrer. Il y a aussi cette réputation que le Canada
a, ou bien avait, je dirais avait, que c'est une terre d'accueil beaucoup plus généreuse que les États-Unis. Alors, on s'est retrouvé à peu près à 18 000 ressortissants de toutes sortes, mais principalement d'origine haïtienne, qui sont arrivés en 2017 et ça n'a pas arrêté depuis. Il y a eu un absus, c'est que au mois de mars 2020, à cause de la COVID, on avait fermé le chemin Roxham. Alors, il y avait une accumulation de ressortissants, de réfugiés aux États-Unis qui n'attendaient que le chemin Roxham réouvre. Et le 21 novembre 2021, effectivement, le chemin s'est rouvert et puis nous avons justement ce qu'on constate aujourd'hui de à peu près 50 000 personnes qui ont passé la frontière et ça continue. Absolument. Et parce que tout à l'heure, tu avais parlé d'une trentaine de personnes. Cela voudrait dire, en termes de demandeurs d'asile, aujourd'hui, ceux qui attendent les papiers, parce que vous avez parlé de près de 18 000 qui étaient arrivés dans la première grosse vague quittant les États-Unis. Aujourd'hui, on serait à combien à peu près? De la communauté haïtienne? Bon, est-ce on qu'on n'a serait pas à encore. 20 000, 25 000 Non, facilement? c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, oui. Okay. Je crois que, parce que ne serait-ce qu'en 2017, on parlait déjà d'au moins 10 000 personnes qui sont passées. Et si on parle de La vague a 2017, continué 5 ans après, on peut s'imaginer oui. que c'est un nombre beaucoup plus considérable. Franz André, ce n'est pas la dernière fois qu'on aborde cette question, ce n'est qu'une porte qu'on ouvre sur un drame terrible, la mort de Fritznel Richard, ce demandeur d'asile qui voulait aller rejoindre sa famille aux États-Unis, nous ramène donc à un drame qui s'étend à une communauté qui prend de plus en plus d'ampleur et une communauté sur laquelle, en dehors des périodes électorales, on a tendance à laisser tomber les priorités. Oui, alors si tu permets, Emmanuel, je pense qu'on parlait tout à l'heure justement de détresse. Il faut comprendre la différence entre pré-Covid et après-Covid. Covid nous a amené que le gouvernement fédéral, donc au niveau de l'immigration, ils ont créé de nouveaux systèmes de communication entre avocats et le gouvernement, et aussi avec les demandeurs d'asile et le gouvernement. Ce qu'on demande aux gens de faire, et ils ne sont pas équipés pour le faire, c'est que on leur donne des documents à remplir, soit en français ou en anglais. Quand on vient d'Amérique du Sud, on parle portugais, on parle espagnol, on parle créole. Le français, on ne le maîtrise pas forcément. Et on leur demande de remplir ces documents à la main, prendre des photos et l'envoyer d'une manière électronique sur une adresse email. La personne qui reçoit ce document qui n'est pas bien rempli, la difficulté à lire, on retourne ces documents à cette personne. Okay. L'autre problématique présentement, il est extrêmement difficile de trouver des avocats. Et beaucoup d'avocats, présentement, ne veulent pas prendre, on parle d'avocats en immigration ou consultants en immigration, ne veulent plus prendre des demandeurs d'asile parce qu'on a imposé effectivement aux avocats un nouveau système de communication qui est extrêmement lourd et ça demande énormément d'heures. Et pour le peu d'argent, si ils acceptent l'aide juridique, le peu d'argent que ça demande, qui est aux alentours de $1 100, ça ne vaut pas la peine de mettre au moins 7 heures pour remplir des documents. Alors, on se retrouve depuis 2021 à un coût de logement extrêmement élevé. Donc, l'aide sociale ne leur permet pas de trouver des logements abordables ou bien salubres. Le peu d'argent qui reste après avoir payé leur loyer ne leur permet pas de vivre. Donc, on a beaucoup de mendicité présentement et même des gens qui se retrouvent dans des shelters pour trouver des centres d'hébergement pour les itinérants à mendier. Alors, la détresse de M. Richard a commencé, à ce que je sache, justement, depuis décembre 2021. Son épouse est retournée aux États-Unis avec cet enfant, donc il vivait cette détresse. Il a eu un enfant en Haïti qui ne pouvait pas aller à l'école et d'ailleurs le 22 décembre 2022, c'était son dernier message sur sa page Facebook où il dit Haïti suspend violence, quitter Timonio à l'école. Donc Haïti arrête les violences, laisse les enfants aller à l'école. Donc imagine ce qu'il vivait cet homme et Noël arrivant, il s'est dit bon, je retourne parce que il vivait un drame ici de ne pas pouvoir vivre d'une manière décente.
Alors, il a choisi de retourner et c'était très important. Il est possible qu'il a été éligible pour le TPS aux États-Unis. Donc, avec les difficultés qu'il vivait ici, il se dit, tiens, je retourne là-bas, peut-être que j'ai de meilleures chances aux États-Unis parce qu'on leur donne le permis Avoir de une stabilité travail plus tôt. de pouvoir reconstituer sa vie. Voilà. Et c'est très touchant. Merci beaucoup, Franz André. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un début. On aura le temps de revenir sur le dossier brûlant des migrants haïtiens, des réfugiés haïtiens, des personnes en situation de détresse. À bientôt. Merci beaucoup et puis une très bonne année à tous. Mais soyez attentifs aux besoins de nos compatriotes parce que le besoin est énorme. Alors Absolument. soyez attentifs. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous pour échanger autour de la problématique de l'immigration en lien avec ce drame qui s'est produit la veille de Noël sur le chemin Roxham dans la forêt canadienne à la frontière entre les États-Unis et le Canada, où un homme de 40 ans a perdu la vie. Comme on dit généralement chez nous, chercher la vie, détruire la vie, c'est le drame de Fritznel Richard. Merci, à bientôt. Merci.